2026 ne va pas te sauver. Les choses vont changer sans prévenir, la pression va arriver, et la vie ne va pas attendre que tu te sentes prêt. Ce n'est pas du pessimisme, c'est le scénario réel. Et à l'intérieur de cette réalité, il existe une vérité simple. La seule chose vraiment fiable, c'est toi-même. Quand tu sais en quoi tu crois et que tu construis une structure pour agir, les problèmes surgissent, la pression augmente, les émotions pèsent, et malgré tout, tu ne te perds pas, tu ne paniques pas, tu ne lâches pas le contrôle. La plupart des gens improvisent émotionnellement. Ils réagissent quand ils devraient décider, ils expliquent quand ils devraient agir, ils attendent quand ils devraient se positionner. Et plus elle essaie de s'adapter, plus elle reste coincée dans le même cycle, fatiguée, frustrée, sans comprendre pourquoi. Sous pression, celui qui n'a pas de contrôle intérieur se désorganise. Celui qui ne pense pas avec clarté confie des décisions importantes à la peur. Et celui qui passe sa vie à réagir ferme des opportunités avant même de les percevoir. 2026 sera instable. C'est un fait. La question est de savoir si tu vas continuer à te laisser porter ou si tu vas enfin prendre le contrôle. Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 règles stoïciennes, directes et applicables, pour penser plus clairement, agir avec fermeté et ne pas te perdre quand tout se resserre. Si tu vis selon ces règles, je l'affirme sans vendre d'illusions. Indépendamment de ce qui se passera à l'extérieur, 2026 sera une excellente année pour toi. Il ne s'agit pas de tout faire marcher parfaitement. Il s'agit d'arrêter de vivre en mode automatique. Il s'agit de devenir quelqu'un de fiable pour toi-même. Commençons. Habitude 1. Crée un cadre et respecte-le chaque jour. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il s'agit de ne pas négocier l'essentiel. Au début de l'année, beaucoup de gens achètent des choses nouvelles. Une télévision plus grande, un téléphone plus performant, mais ne créent aucune règle pour protéger leur propre attention. Et une attention non protégée devient un territoire envahi. Sors le téléphone de la chambre. Supprime les applications qui existent uniquement pour aspirer des minutes de ta vie. Limite les aliments ultra transformés. Tu n'es pas fatigué parce que tu en fais trop. Tu es épuisé parce que tu es bombardé de bruit en permanence. C'est comme essayer de garder un verre plein sous un robinet ouvert. Peu importe l'effort que tu fais, l'esprit ne se stabilise jamais. Trop de notifications, trop de stimulation, trop de voix qui se disputent ton attention. Et la concentration ne naît pas de la volonté. La concentration naît de l'environnement que tu construis. C'est pour cela qu'éteindre ce qui distrait est aussi important qu'allumer ce qui compte. Les stoïciens comprenaient cela avec une grande clarté. Ils appelaient cela une attention implacable. Agir comme si seule la chose qui est devant toi existait. Ce qui n'est pas ici maintenant ne te commande pas. La philosophie ne vit pas dans de belles phrases. Elle vit dans la capacité d'aller en profondeur, dans la capacité de s'engager sur une seule chose à la fois, dans le courage de se déconnecter de l'excès. Dans une année chaotique, celui qui ne crée pas de règles devient l'otage du hasard. Celui qui crée une règle simple et qui la respecte crée une direction. Et cela change tout, parce que tu peux traverser 2026 avec concentration, énergie et clarté, en sachant exactement ce que tu veux construire et en te réveillant chaque jour avec un pas concret à faire. Sans confusion, sans excès, sans cette sensation de toujours courir après quelque chose. Juste avancer un jour à la fois, avec fermeté et intention. Une petite règle, appliquée tous les jours, vaut plus que n'importe quel plan grandiose, abandonné en février. Alors fais-le maintenant. Choisis une règle simple, claire et possible. Quelque chose que tu peux respecter, même les mauvais jours. Protège ton attention comme on protège quelque chose de précieux, parce que c'est le cas. Écris dans les commentaires, ma règle est de ne pas négocier l'essentiel. Quand tu transformes cela en engagement, ton esprit cesse de demander la permission au chaos et commence à t'obéir. Habitude 2. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Si tu veux vivre une année réellement différente, tu dois commencer par le point que presque personne ne prend au sérieux, là où tu places ton attention. Parce que ton attention n'est pas neutre. Elle construit ou détruit, elle renforce ou affaiblit, elle te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu veux vivre. L'attention fonctionne comme un faisceau de lumière. Tout ce que tu éclaires grandit. Tout ce que tu ignores perd de la force.
Et c'est exactement pour cela que tant de personnes se sentent fatiguées, confuses et dépassées sans comprendre pourquoi. Elles dépensent leur énergie à essayer de contrôler le monde, les autres et les événements qui ne dépendent pas d'elles. Et ce choix définit le ton de la journée. Soit tu termines en paix, soit tu termines épuisé. Épictète a été direct, sans détour. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Le problème, c'est que la majorité se trompe toujours de la même façon, en insistant pour gouverner ce qui n'a jamais été entre ses mains. Le monde est chaotique, imprévisible et bien souvent injuste. Essayer d'organiser ce qui n'obéit pas à ta volonté ne te rend pas plus responsable. Cela te rend plus fatigué, plus confus et plus réactif. Et ici, il est important d'être honnête avec toi-même. Tu ne contrôles pas ce qui arrive. Tu ne contrôles pas le comportement des autres. Tu ne contrôles pas ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent ou la manière dont ils agissent. Mais c'est précisément là que se trouve le tournant. Tu contrôles la façon dont tu réagis. Tu contrôles là où tu poses ton attention. Tu contrôles les valeurs que tu choisis de vivre. Tu contrôles les actions que tu décides de mener, même au milieu du chaos. C'est comme conduire une voiture sur une route pleine de nids de poules. Tu ne contrôles pas l'asphalte, mais tu contrôles le volant. Celui qui lâche le volant pour se plaindre de la route n'améliore pas le chemin, il perd le contrôle et finit par percuter. Concrètement, cela signifie quelque chose de très précis. Quand quelqu'un provoque, tu choisis de t'impliquer ou de préserver ton énergie. Quand quelque chose se passe mal, tu choisis d'apprendre ou de te victimiser. Quand l'anxiété apparaît, tu choisis de t'y noyer ou de la regarder passer. Quand tu contrôles ton propre esprit, le monde perd le pouvoir de te désorganiser. Mais quand tu ignores cela, même les petites choses deviennent énormes. Une erreur au travail te fait douter de toute ta carrière. Une remarque maladroite efface des années d'efforts. Un projet qui n'avance pas devient la preuve que tu n'es pas assez bon. Un message sans réponse devient un rejet. Une invitation qui n'arrive pas devient une comparaison. Une journée improductive devient le sentiment que tout a échappé à ton contrôle. Remarque-le, rien de tout cela n'est grand en soi. Ce qui détruit, ce n'est pas le fait, c'est le mauvais centre d'attention. Tu donnes ton attention à ce qui te tire vers le bas et tu abandonnes tout ce que tu as construit jusqu'ici. Un faux pas devient une identité. Une mauvaise journée devient une excuse pour ne plus croire en toi. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est un manque de commandement intérieur. Tant que tu ne gouvernes pas ta propre attention, n'importe quoi te gouverne. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne à éviter. Le stoïcisme n'est pas une belle philosophie, c'est une survie émotionnelle appliquée. Arrête de lutter contre ce qui ne dépend pas de toi. Et commence à gouverner avec fermeté ce qui a toujours dépendu de toi. Ton attention. Et rends cela clair maintenant. Écris dans les commentaires « Je gouverne mon attention ». Parce que lorsque tu écris, tu cesses de traiter cela comme une idée et tu commences à le traiter comme une décision. Habitude 3. Construisez une vie véritablement riche. Si vous voulez vivre une année 2026 véritablement riche, commencez par l'opposé de ce qu'on vous a appris. Réduisez vos désirs avant d'augmenter vos exigences. Épictète disait quelque chose de simple et de profond. Si vous désirez que les choses soient comme elles sont, vous vivrez en paix. Ce n'est pas du conformisme, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée à la vie réelle. Quand vous réduisez vos besoins, quand vous baissez le seuil de ce que vous considérez comme indispensable, le sentiment de richesse apparaît immédiatement, sans avoir besoin de conquérir quoi que ce soit en plus. Une vie riche ne naît pas du fait d'avoir plus, elle naît du fait de nécessiter moins. Si vous avez besoin que l'année soit parfaite pour vous sentir bien, si vous dépendez d'un certain standard, d'un certain statut, d'un nombre précis d'abonnés, d'argent ou de reconnaissance, alors votre paix devient l'otage de facteurs que vous ne contrôlez pas. Et c'est un endroit fragile pour vivre. C'est comme essayer de maintenir la paix dans une maison construite sur le sable. Le moindre changement fait tout s'écrouler. Si vous croyez que vous ne serez heureux qu'avec une maison plus grande, une meilleure voiture, plus d'attention ou plus de validation, vous passez l'année entière à courir sur un tapis roulant émotionnel. Vous vous efforcez, vous vous usez, mais vous n'avancez pas. Plus vous obtenez, plus le désir grandit, et le sentiment de manque ne disparaît jamais. C'est exactement ce que Sénèque voulait dire lorsqu'il affirmait que ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire infiniment plus. La forme de pauvreté la plus courante
n'est pas financière, elle est psychologique. C'est vouloir plus que ce que sa propre structure émotionnelle est capable de soutenir. Regardez autour de vous. Combien de personnes gagnent plus que jamais et vivent plus anxieuses qu'elles ne l'ont jamais été? Non pas parce que l'argent manque, mais parce qu'il manque une limite intérieure, une gratitude consciente et une clarté sur ce qui est déjà suffisant. Réduire ses désirs n'appauvrit pas votre vie, cela libère. C'est comme retirer du poids d'un sac à dos avant une longue marche. Vous avancez plus léger, plus stable, avec plus de souffle. C'est la base d'une année réellement prospère. Pas une année parfaite, mais une année vécue avec présence, solidité et clarté. 2026 n'a pas besoin de vous donner plus de choses. Vous avez besoin d'arrêter de demander plus que ce dont vous avez réellement besoin. Écrivez dans les commentaires, moins de désirs, plus de vie. Quand vous vivez cette vérité, la richesse cesse d'être une promesse et devient un état intérieur. Habitude 4. Si ce n'est pas essentiel, cela vous freine. Si vous vivez fatigué, ce n'est pas parce que votre vie est difficile. C'est parce qu'elle est trop remplie de tâches qui ne mènent nulle part, de conversations qui ne construisent rien, d'engagements pris par culpabilité et d'habitudes qui n'existent que par inertie. La plus grande partie de la fatigue que vous ressentez ne vient pas de ce qui est important, elle vient de l'excès. Des choses qui occupent votre esprit, votre temps et votre énergie sans vous rapprocher de l'avenir que vous voulez. Marc Aurèle proposait un exercice simple et brutalement honnête. Il disait que nous devrions nous demander plusieurs fois par jour « Est-ce vraiment essentiel ?» Et si la réponse était non, le chemin était clair, éliminé, sans drame et sans justification. Parce qu'une grande partie de ce que vous faites n'est ni important, ni stratégique, ni en train de vous faire avancer. C'est simplement une obligation héritée, une attente des autres, une distraction bien déguisée en urgence, quelque chose qui occupe la journée mais ne fait pas avancer la vie. Marc Aurèle a été direct. Débarrasse-toi du superflu et tu obtiendras un double bénéfice. Moins de poids à l'extérieur et plus de force à l'intérieur. Quand vous coupez l'excès, l'essentiel gagne en qualité, en présence et en constance. C'est comme essayer de courir en portant des sacs remplis de choses inutiles. Vous n'êtes pas faible, vous êtes surchargé. Et plus vous portez, plus vous ralentissez jusqu'à commencer à confondre l'épuisement avec l'incapacité. Dans la pratique, cela apparaît tous les jours. Des réunions qui n'avaient pas besoin d'exister, des conversations qui n'apportent rien, des engagements acceptés par peur de déplaire, des habitudes maintenues simplement parce que ça a toujours été comme ça. Rien de tout cela ne construit l'avenir. Tout cela ne fait que consommer de l'énergie. Et voici la vérité dure. Vous disposez d'une quantité limitée de temps, de concentration et d'énergie mentale. Chaque oui à ce qui n'a pas d'importance est un non silencieux à ce qui pourrait transformer votre vie. C'est pourquoi, au début d'un nouveau cycle, la décision n'est pas de faire plus, c'est de faire moins, mieux. Couper l'excès n'est pas une perte, c'est une libération. Celui qui protège sa propre énergie avance. Celui qui ne la protège pas ne fait que s'occuper. Concentrez-vous sur l'essentiel, le reste est du bruit. Et voici l'engagement pratique de cette étape. Aujourd'hui, coupez une chose qui draine votre énergie et ne vous mène nulle part, pas demain, aujourd'hui. Habitude 5. Regarde le chemin que tu es en train de suivre. Le 5e principe soutient tous les autres. Il est simple et puissant. À la fin de la journée, arrête-toi et regarde avec honnêteté la journée qui vient de se terminer. Il ne s'agit pas de culpabilité, ni de t'attaquer mentalement. Il s'agit de ne pas vivre en mode automatique. Écrire dans un journal n'est pas une mode de productivité, c'est une pratique stoïcienne ancienne de responsabilité personnelle. Le stoïcisme et le journal avancent ensemble, parce que l'esprit, quand il n'est pas organisé, devient une pièce sombre avec tout jeté par terre. Tu avances dans le noir, tu trébuches, tu te fais mal et tu ne sais même pas exactement sur quoi. Le journal est la lumière que tu allumes avant de dormir. Une année peut être chaotique, frustrante et lourde. Et la question centrale est simple. Où vas-tu traiter tout ça? Où vas-tu déposer les décisions mal prises, les réactions impulsives, les réussites que personne n'a vues? Et les erreurs que tu continues de répéter? Si tu ne choisis pas un espace pour réfléchir, l'esprit garde tout dans le corps. Et le prix apparaît sous forme d'anxiété constante, d'irritation sans raison claire,
et d'une fatigue que même le repos ne résout pas. Sénèque était très clair là-dessus. À la fin de la journée, il attendait que son épouse s'endorme, s'asseyait en silence et passait en revue sa propre conduite. Il se demandait sans drame et sans excuse « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je échoué? Que puis-je corriger demain ?» Et il laissait un avertissement direct « Ne laisse rien passer sans le soumettre à l'analyse. » Cette révision nocturne n'est pas une punition. C'est un travail de polissage. C'est comme un artisan qui, avant de fermer l'atelier, observe la pièce sous la bonne lumière et corrige ce qui est encore de travers avant que cela ne devienne un défaut permanent. Le journal devient alors la manière la plus intelligente de terminer la journée. Tu organises ton esprit, tu libères le poids émotionnel et tu vas dormir en paix. Non pas parce que la journée a été parfaite, mais parce qu'elle a été comprise. Et quand tu te réveilles différent. Pas par miracle, mais par direction. Parce que celui qui révise sa journée le soir vit le lendemain avec plus de clarté, plus de solidité et moins de gaspillage d'énergie. Tu peux vivre l'une des meilleures années de ta vie, mais pour ça tu dois entrer en 2026 avec conscience. Commence aujourd'hui. Avant de dormir, écris quelques lignes. Pas besoin que ce soit joli, ça doit être honnête. Honnête avec toi, avec tes sentiments, avec ton corps, qui, pendant que tu repousses cette habitude, encaisse tout seul. Prends cet engagement. Écris en commentaire. Je révise ma journée. Quand tu crées ce rituel, tu cesses d'être passager de ta propre routine et tu commences à prendre le volant de ta vie. Habitude 6. Ne réagis pas sur le moment. Si tu n'apprends pas à faire une pause, quelqu'un décidera toujours à ta place. C'est l'une des leçons les plus pratiques du stoïcisme et elle vient d'Athénodore de Cana, philosophe stoïcien et conseiller personnel d'Octavien, qui deviendra plus tard l'empereur Auguste. Athénodore a laissé à Auguste un conseil simple et exigeant. Avant de réagir par colère, avant de prendre toute décision impulsive, compte mentalement toutes les lettres de l'alphabet. Ce n'était pas de la superstition, c'était une méthode. L'idée n'a jamais été de réprimer l'émotion, mais de créer un intervalle entre l'impulsion et l'action, un espace court mais décisif, où la conscience reprend le contrôle. Tu peux ressentir de la colère, tu peux ressentir de la peur, tu peux être provoqué. Ce qui définit ta maturité, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu en fais. Pause, respiration, clarté. Pense à cette pause comme à un feu tricolore intérieur. L'émotion allume le rouge, mais celui qui décide d'avancer ou de freiner, c'est toi. Celui qui réagit sans pause traverse sur l'impulsion. Celui qui fait une pause choisit le chemin. Dans la pratique, ça change tout. C'est le message mal interprété auquel tu ne réponds pas tout de suite. C'est la dispute que tu n'alimentes pas. C'est la décision financière que tu ne prends pas au pic de l'anxiété. C'est le commentaire que tu retiens avant de détruire une relation. Ne confonds pas urgence émotionnelle et nécessité réelle. Ce qui semble devoir être fait maintenant a généralement juste besoin d'être mieux réfléchi. Les stoïciens appelaient cela examiner les impressions. Toute émotion, toute pensée ou toute opinion doit passer par un test. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de te demander si ça vaut la peine d'agir à partir de là. Épictète l'expliquait avec une analogie simple et puissante. Le philosophe doit tester chaque impression comme un changeur teste une pièce. Il frappe la pièce sur la table, observe le son, le poids, l'éclat, et en quelques secondes, sait si c'est de l'or véritable ou du métal falsifié. L'émotion est la pièce. La conscience est le test. Tu vas ressentir des émotions fortes en 2026. Tu auras des opinions intenses. Tu voudras agir à chaud. C'est humain. La différence se trouve dans la question que tu poses avant d'agir. Est-ce vrai? Est-ce que ça construit ou ça détruit? Est-ce que ça me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux devenir? Les stoïciens n'étaient pas froids. Ils refusaient simplement de confier le volant de leur propre vie à un état émotionnel passager. Et ce refus change tout. Parce que celui qui ne fait pas de pause vit en réaction. Et celui qui vit en réaction vit sous contrôle. Alors fais-en un engagement réel. Avant de réagir aujourd'hui, fais une pause. Respire. Teste la pièce. Et répète-toi, je choisis de faire une pause avant de réagir. Quand tu assumes ça à voix haute, ça cesse d'être de la théorie et ça commence à devenir du caractère. Habitude 7. Une seule chose compte.
faire ce qui est juste. Cette idée vient directement de Marc Aurèle, qui s'écrit à lui-même dans les Pensées pour moi-même. Pour les stoïciens, la vertu de la justice n'a rien à voir avec la convenance, avec les applaudissements ou avec ce qui semble avantageux sur le moment. Peu importe que ce soit facile ou difficile, peu importe que ce soit populaire ou impopulaire, peu importe que quelqu'un regarde ou que personne ne le sache jamais. La seule question qui compte vraiment est simple et directe. Est-ce la bonne chose à faire? Si la réponse est oui, le reste perd de sa force. Si c'est non, aucune justification ne tient. Tu as besoin d'un code. Tu as besoin de valeurs claires. Tu as besoin d'une éthique qui ne change pas avec le vent. Et plus important encore, tu dois rester fidèle à cela même quand personne ne te demande de compte, même quand le monde semble fonctionner à l'envers. Nous vivons dans un contexte étrange. Des gens font des choses injustes et prospèrent. Des comportements mauvais deviennent normaux. Des injustices se produisent sans conséquence, tandis que ceux qui essaient d'agir correctement se sentent souvent seuls, naïfs ou même pénalisés. C'est précisément là que ce principe devient indispensable. Faire ce qui est juste, c'est comme garder une boussole en état de marche au milieu d'une tempête. Le ciel peut être fermé, le chemin peut être invisible, mais tant que la boussole tient, tu ne te perds pas. Quand tu abandonnes ce principe, c'est comme naviguer sans direction, n'importe quel courant t'emporte. Les stoïciens ne disaient pas que le monde n'a aucune importance. Bien sûr qu'il en a. C'est pour cela qu'il existe des lois, des accords, des institutions et des règles. Leur point est ailleurs. Le monde n'est pas sous ton contrôle. Ce qui est sous ton contrôle, c'est le standard de comportement que tu décides de soutenir chaque jour. Il ne s'agit pas d'attendre une récompense. Il ne s'agit pas de reconnaissance. Il ne s'agit pas d'applaudissements, d'éloges ou de validation. Il s'agit de dire avec calme et fermeté « Je fais ce qui est juste parce que cela dépend de moi, parce que c'est ainsi que je choisis de vivre, parce que c'est ce genre de personne que je veux être. » Pense à des exemples concrets. Le professionnel qui agit correctement même quand il pourrait gagner plus en trichant. Le père ou la mère qui montre le bon exemple même fatigué. Le leader qui assume sa responsabilité quand il serait plus facile d'accuser quelqu'un d'autre. La personne qui tient parole même quand personne ne se souviendrait de la promesse. Cela construit le caractère. Cela construit la paix intérieure. Cela construit une force qui ne dépend pas du monde pour exister. Faire ce qui est juste ne garantit pas un monde parfait. Mais cela garantit quelque chose d'encore plus rare, un esprit en ordre. Et quand ton esprit est en ordre, tu ne te perds pas, même quand tout autour semble hors de place. Voilà le focus. Voilà le contrôle. Voilà le chemin. Habitude 8. Amor fati. Apprends à accueillir tout ce qui arrive. En 2026, il y aura des choses qui vont simplement arriver. Pas parce que tu as fait une erreur, pas parce que tu l'as mérité, mais parce que la vie fonctionne ainsi. Des situations que tu n'as pas choisies, que tu n'as pas aimées et que tu ne voulais pas vivre vont surgir, que cela te plaise ou non. Et je ne parle pas seulement de ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde. Je parle de la dynamique inévitable de la vie, des voyages qui ne se déroulent pas comme prévu, des retards qui agacent, des plans qui se bloquent, le marché qui monte, qui descend, qui oscille, sans te demander ton avis. Des personnes diront des choses que tu n'aimes pas, agiront d'une manière que tu n'approuves pas, frustreront des attentes que tu as créées. Ce n'est pas l'exception, c'est la règle. Personne ne traverse une année en recevant tout ce qu'il veut. La différence n'est pas là. Elle est dans la façon dont tu fais face à ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est exactement ici que le stoïcisme entre en jeu. L'acceptation n'est pas un renoncement. L'acceptation, c'est comprendre la réalité telle qu'elle est, sans se battre mentalement contre des faits qui ont déjà eu lieu. Renoncer, c'est baisser la tête. Accepter, c'est planter fermement les pieds dans le sol. Tu acceptes ce qui s'est passé et tu diriges toute ton énergie vers le seul endroit où il reste du pouvoir, ta réponse, ta posture, ce que tu fais à partir d'ici. C'est cela que les stoïciens veulent dire lorsqu'ils affirment que l'obstacle est le chemin. Non pas parce que l'obstacle est agréable, mais parce qu'il est inévitable. Et quand quelque chose est inévitable, lutter contre cela ne fait que t'affaiblir. Alors, au lieu de le traiter comme une erreur du destin, tu commences à le traiter comme une matière première. Pense-y ainsi, c'est comme une porte qui se ferme.
Tant que tu frappes le bois à coups de poing, tu perds du temps, de l'énergie et de la lucidité. Ce n'est qu'après avoir accepté que la porte s'est fermée, que tu peux regarder autour de toi et remarquer la fenêtre qui s'est ouverte. Tu dois accepter ce qui a été perdu, accepter ce qui n'a pas fonctionné, accepter, y compris, les nouvelles possibilités qui n'existent que parce que cela s'est terminé, accepter l'amitié qui s'est rompue, la relation qui s'est achevée, l'opportunité qui est passée sans que tu aies pu agir. Le nier ne change rien. L'accepter change tout. Celui qui perd un emploi peut passer des mois coincé dans la révolte, où il peut utiliser le choc pour réorganiser sa vie, développer de nouvelles compétences et construire un chemin meilleur que le précédent. Le fait est le même. La réponse change tout. L'acceptation ne change pas le passé, mais elle transforme complètement ton avenir. Et c'est ce type d'acceptation, lucide, ferme, sans drame et sans victimisation, que tu vas devoir pratiquer tout au long de 2026. Parce que tant que tu luttes contre ce qui est, tu perds de l'énergie. Quand tu acceptes ce qui est, tu reprends le contrôle. Écris en commentaire « J'accepte la réalité et je choisis ma réponse ». Cette décision simple est ce qui sépare ceux qui mûrissent de ceux qui passent encore une année de plus à se battre contre la vie. Habitude 9. D'abord écoute, ensuite choisis tes mots. Si tu veux vraiment grandir en 2026, commence par couper une habitude silencieusement destructrice. Trop parler de toi-même. Ce n'est pas de l'authenticité. Ce n'est pas un besoin constant de se confier. C'est un manque de retenue. Zénon disait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour une raison. Ce n'est pas de la poésie, c'est une proportion. Peut-être que cette année doit commencer exactement par là. Moins de discours, plus de lecture. Chaque fois que tu ouvres la bouche sans nécessité, tu perds quelque chose. Tu perds de l'information, tu perds la lecture de l'environnement, tu perds un avantage. Celui qui parle trop dévoile le jeu avant même d'en comprendre les règles. C'est comme conduire alors que le GPS est encore en train de recalculer l'itinéraire. Tu avances, mais tu ne sais pas où tu vas, et sans direction, tu t'exposes. Parler moins, ce n'est pas s'effacer, c'est se protéger. Écouter davantage, ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence en action. Celui qui écoute collecte des données, celui qui parle trop déverse son anxiété. Dans une conversation difficile, celui qui écoute perçoit le ton, l'intention, l'insécurité cachée dans les mots. Au travail, celui qui écoute apprend plus vite, se trompe moins et se positionne mieux. Dans les conflits, celui qui parle moins évite de dire quelque chose qui coûtera cher plus tard. Et voici la vérité stoïcienne que presque personne ne met en pratique. La majorité des situations ne demandent pas une réaction, elles demandent une lecture. La plupart des choses n'ont pas besoin de ton opinion immédiate. Tout ce qui traverse ton esprit n'a pas besoin de devenir un son. Parler trop ne te rend pas plus fort, cela te rend prévisible. Et la prévisibilité est une faiblesse. L'autocontrôle commence par la bouche. Celui qui maîtrise ce qu'il dit protège son propre esprit. Celui qui apprend à écouter choisit le bon moment pour agir, et quand il agit mieux. Apporte cela dans ta vie réelle, à partir d'aujourd'hui. Avant de répondre, écoute. Avant de réagir, observe. Avant de parler, demande-toi si cela doit vraiment être dit maintenant. Choisis, à partir de maintenant, de parler moins et d'observer davantage. Parce que celui qui apprend à se taire au bon moment finit par être écouté quand cela compte vraiment. Habitude 10. Arrête de chercher le parfait. Concentre-toi sur l'avancement. Bien sûr que nous voulons tous que les choses se passent bien. Nous voulons bien faire, être à la hauteur de nos propres standards, sentir que tout est à sa place. C'est humain. Le problème commence quand le désir de bien faire se transforme en exigence de faire parfait. Et c'est là que beaucoup de gens se bloquent sans s'en rendre compte. Dans la pratique, le perfectionnisme n'est presque jamais une vertu. Il est, la plupart du temps, simplement une forme élégante de procrastination. Tu ne bloques pas parce que tu recherches l'excellence, tu bloques parce que tu refuses de commencer imparfait. Il existe une phrase attribuée à Winston Churchill qui résume cela avec brutalité. Une excellente manière d'épeler le perfectionnisme, c'est la paralysie. Quand tu attends le scénario idéal, le plan idéal, le moment idéal, tu ne bouges pas. Et celui qui ne bouge pas ne construit rien.
La solution est simple, mais elle exige de la maturité. Avance. Mets-toi en mouvement. Tu n'as pas besoin de perfection. Tu n'as pas besoin d'une solution complète à tous les problèmes. Tu as besoin de progrès. Pense à quelqu'un qui apprend à conduire. Au début, la voiture cale, l'embrayage lâche, les gestes sont raides. Personne n'apprend à conduire en attendant le jour où tout sera parfait. On apprend en conduisant mal au début et en ajustant peu à peu. La vie fonctionne exactement de la même manière. C'est une règle qu'il faut prendre au sérieux. Le progrès quotidien compte comme une victoire. 2 pages médiocres écrites font quand même de toi un écrivain en mouvement. 15 minutes d'entraînement font quand même de toi quelqu'un de discipliné. Une petite avancée reste une avancée. Tant que tu es en train de créer quelque chose, d'ajuster, d'apprendre, tu es déjà mieux qu'hier. Et cela suffit pour continuer. Cela doit être traité comme une victoire, pas méprisé comme un échec. Attendre la perfection, c'est attendre quelque chose qui n'existe pas, surtout dans un monde imparfait, imprévisible et hors de ton contrôle. Les stoïciens étaient clairs à ce sujet. Ils n'enseignaient pas à rechercher un idéal inatteignable, mais à s'améliorer continuellement dans la réalité. La perfection est impossible. L'amélioration, non. Le bien-être, enseignait-il, ne naît pas de grands sauts héroïques, mais de petits pas cohérents. Et les petits pas ne sont pas une petite chose. Ils sont le seul chemin réel. C'est comme pousser une porte lourde. Au début, elle bouge à peine, mais en insistant millimètre par millimètre, arrive un moment où elle s'ouvre. Le perfectionnisme, lui, ne pousse jamais la porte. Il reste immobile à analyser la poignée. Combien de temps de ta vie passes-tu à analyser le marché avant de lancer un projet, à analyser le message parfait avant de te rapprocher de quelqu'un d'important, à analyser le plan idéal pendant que la vie passe. Pendant que tu analyses, rien ne se passe. Fais de petites contributions chaque jour. Ajuste en avançant. Affine en chemin. Cela t'emmène bien plus loin que la paralysie élégante que le perfectionnisme essaie de vendre comme une vertu. Le progrès crée l'identité. L'identité crée le résultat. Et c'est ainsi, sans drame et sans perfection, que la vie avance réellement. Maintenant, rends cela clair pour toi-même. Écris dans les commentaires « Le progrès est ma règle ». Quand tu assumes cela, tu arrêtes d'attendre le moment parfait et tu commences à construire l'année que tu veux vraiment vivre. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse un like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.